Aujourd'hui, à Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick, on vous amène au vignoble Les Côtes du Gavet, où la nouvelle génération vient de faire l'acquisition du vignoble avec des idées de développement du site et toujours d'aussi excellents produits locaux. Bonne émission! Maxime, Audrey, Paiement-Marchand, bonjour. Bonjour. Bonjour, Merci de nous recevoir au vignoble Les Côtes du Gavet aujourd'hui. Ça fait plaisir. On est déjà venu au vignoble il y a quelques années, mais on revient aujourd'hui parce que il y a eu des changements dans les récentes années. Vous êtes arrivé dans le décor et vous n'êtes pas seul. Le vignoble a été racheté donc par votre famille élargie. On peut dire ça comme ça? Oui, Oui, exactement. Donc, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Comment avez-vous découvert le vignoble d'abord? en fait, tu peux en parler. Oui, donc nous, au départ, on parlait balades gourmandes. On avait déjà découvert le vignoble avant. Mais ça faisait plusieurs années qu'on n'était pas revenu. Là, quand on a vu qu'il est tombé en vente, on s'est dit on va aller regarder parce que nous, on avait déjà un projet de faire de l'alcool. Donc, quand on est arrivé ici, on a été vraiment satisfait par la qualité des vins. Et aussi, on est vraiment dans une location qui est vraiment incroyable, qui est un site qui est vraiment très, très, très beau. Donc, on en a parlé en famille, donc avec mon oncle Puis on vient et de mon Warwick père. aussi. On vient de Warwick aussi, donc on est toujours dans le coin ici. Puis on s'est dit, après une bouteille de cognac, on s'est dit que c'était Une bonne décision. C'est un truc pour prendre toutes vos décisions d'affaires, une bouteille de cognac. C'est toujours de même qu'on prend la décision. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé d'approcher Roger et Carole avec un plan de transition, voir si eux étaient prêts à y aller dans les mêmes termes que nous. Puis je pense que ça s'est bien fait. Je sais pas si toi, tu voudrais rajouter... Non, c'est pas mal la même chose que j'aurais dit. Là, dans le Puis, on a un associé secret aussi qui est pas très loin de nous. C'est vraiment un projet d'entreprise familiale. Donc, vous êtes combien d'associés qui avaient racheté? On est 7 associés, mais on est 6 qui exploitent le site tous ensemble. Là. Donc, on a mon oncle, il y a mon père, il y a moi, il y a mon frère, il y a ma soeur, il y a son conjoint, ma conjointe. Donc, on a toutes nos parties qu'on aime opérer. Donc, dans la vinification, on va avoir plus mon oncle, moi. Dans le champ aussi, on a le restaurant que là, c'est moi qui m'occupe avec mon frère. Audrey s'occupe du service avec ma conjointe. Puis Charles aussi, son conjoint, lui, est ici pour aider avec le champ et tout. Donc, on travaille tout quand on a avec besoin de mains fortes et de tracteurs et tout. de machinerie. Ouais. Charles est là. Puis, dans votre famille, est-ce que le vin, c'est déjà quelque chose que vous connaissiez ou s'il a fallu apprendre sur le tas? On est amateurs de vin, mais... Vous saviez le boire, mais saviez-vous le faire? Ben, c'est ça. On dit en joke, on a regardé comment ça nous coûte de vin par année, puis comment ça rapportait. On s'est dit que c'était la bonne idée d'aller avec un vignoble pour réduire les coûts. Non, mais on connaissait un peu l'alcool. On en fait déjà pour mon oncle, puis avec Carole puis Roger, ça nous a permis de faire vraiment une transition complète. Et nous aider beaucoup à essayer, aussi avec l'équipe d'experts qui les entourait déjà à pouvoir aller chercher ces connaissances-là très rapidement. Ouais. Donc, cette transition-là qui s'est faite sur 2 ans, là, vraiment, Ouais. ça a quand même bien été, surtout au niveau de la vinification. Puis le vin, c'était relativement nouveau, mais l'entrepreneuriat, je pense qu'un peu tous les joueurs dans votre petit consortium familial, la fibre des affaires était déjà assez solidement implantée, là, je pense. Oui. Moi, c'est quelque chose qui nous trottait depuis longtemps. Là. On a toute une petite fibre un peu... Ouais. je pense qu'on est ADHD un peu. On a besoin de faire plusieurs affaires en même temps puis développer trop, des choses. là, mais ouais. Donc, Puis il y avait aussi quand même plusieurs d'entre vous qui êtes dans le monde agricole aussi, déjà pas dans le raisin nécessairement. Oui, non, c'est ça. Ben nous, on a déjà une ferme laitière. Avant d'acheter le vignoble, on était déjà propriétaire d'une ferme laitière. Fait qu'on on était déjà 7 jours sur 7 à travailler de toute façon. Là, on avait des petits trous à combler. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas. Puis c'est ça, mon père et ma mère avaient une clinique, ben mon père encore, là, mais une clinique vétérinaire. Donc c'est sûr qu'on a grandi dans le monde un peu entrepreneur. Ouais. puis notre grand-père était agriculteur aussi. C'est pour ça qu'au fond, ils ont déménagé de la Suisse. C'est pour venir exploiter une terre agricole ici. Donc, il y avait une dans la famille, continuité dans tout ça. Ouais. Vous découvrez le vignoble, vous goûtez au vignoble, vous trouvez ça intéressant, vous apprenez qui est à vendre.
Et on le sait, hein, des vignobles, on n'en a pas 50 dans la région non plus, donc c'est quand même un fleuron local. Quand on parle des produits régionaux, c'est toujours dans les premiers noms qui sortent. Comment on approche ça, un projet comme ça qui est très personnel pour ceux qui l'ont parti, parce que Carole et Roger qui étaient là avant, ils ont littéralement parti ça de rien. Est-ce que ça demande une approche particulière ou c'est comme n'importe quel projet entrepreneurial, on fait un plan d'affaires, on trouve des sous, on se serre la main puis c'est fini, ou il y a un aspect plus émotif dans ça? Là? C'est sûr que dans notre cas, ça a été justement plus émotif et beaucoup plus d'interaction avec Roger et Carole parce qu'on a fait une transition sur 2 ans. Donc, le fait d'avoir vécu en commun, ils habitaient encore dans la maison tout le long qu'on était là. Donc, on a vraiment fait une transition, on était tout le temps avec eux. À la fin de la première année, on était vraiment collés avec eux. Deuxième année, on était en support. Mais c'est sûr qu'on n'avait pas le choix de passer par les étapes, de monter le plan d'affaires, d'aller voir la banque. Il faut tout le faire, mais en plus, là, on gère un peu une relation qui est des fois un peu émotive parce que justement, nous, on arrive puis on est un peu une gang. On a nos idées aussi. On a une boule d'énergie. Toute la gang, on arrive puis on bouge plein d'affaires. Roger, là, il a 84 ans, je pense. Carole, c'était 60 ans. Donc, là, ça vient faire que nous, on bouge, puis on court partout, on veut faire des projets, on monte des choses. Fait que c'est sûr que des fois, ça clashait un peu parce que... Il y en a qui sont sur un rythme plus de ralentir puis de se retirer. Puis là, la cavalerie débarque avec les nouvelles idées. Avec plein de projets, plein de nouvelles idées. Et c'était pas mal aligné avec leur vision. Roger, il voulait qu'on... On était dans le même sens qu'eux quand même. C'est juste qu'on le poussait plus vite qu'eux étaient prêts à le recevoir à ce moment-là. Puis en fait, c'est pour ça qu'ils vendaient, c'est parce qu'ils voulaient faire une transition puis permettre à quelqu'un d'autre de continuer le projet. Oui, je pense que c'était l'idéal de faire la transition. On l'aurait pas fait sans les 2 ans, là, parce que émotivement, pour eux aussi, de décrocher tranquillement. Ouais. Puis pour nous, d'embarquer dans quelque chose d'inconnu, ben on n'avait pas le choix d'avoir quelqu'un pour nous aider à travailler dans les champs, de nous montrer comment que ça marche. Puis tu sais, juste le côté... les contacts, notre œnologue, agronome. Le vignoble va avoir 24 ans, mais c'est 23 ans d'expérience que Roger et Carole ils ont eu. Ils ont passé par-dessus beaucoup d'erreurs que nous, on n'a pas eu à faire. Donc, nous, on a pu apprendre directement d'eux. Quelle vigne planter, quel sol, quel répondre bien, comment les entretenir. Il y en a qui ont des coupes spéciales. Toutes ces choses-là, cette expérience-là qui a été bâtie. Mais eux, ils étaient dans les pionniers, dans les vignobles au Québec. C'est un des plus vieux vignobles. Donc, eux, ils ont fait toutes ces erreurs-là que nous, on n'a pas eu à faire, puis ils nous ont permis de transmettre l'expérience. Cette transition-là a vraiment aidé pour ça. C'est que tous ces petits accros-là que nous, on aurait fait absolument, c'est sûr, ben, on les avait déjà passés avec eux. Donc, Alors, qu'est-ce qui, pour vous, était vraiment la priorité comme nouvelle couleur que vous vouliez donner ou nouveau volet que vous vouliez développer? Ben moi, en fait, ce que je trouvais la priorité, c'est d'amener le monde ici parce que, tu sais, on a installé la terrasse, on a tout de suite comme commencé à faire des mouvements pour que les gens comprennent qu'ils peuvent venir ici, qu'ils peuvent venir relaxer, prendre une coupe de vin sur notre terrasse. C'est vraiment ça que je voulais que les gens ils comprennent. Là, parce qu'avant, c'était plus... tu sais, oui, il y avait une table, mais il n'y avait pas de possibilité que les gens vraiment... C'était plus de la vente de produits. Oui, c'était plus ça. Puis je pense que c'était la priorité, là, parce que dans la région, on parle avec beaucoup de gens qui ne sont jamais venus. Puis on veut comme que ça vienne tout de suite dans la tête des gens que, ah oui, pensez à nous, tu sais, quand ils veulent aller relaxer sur une terrasse ou... c'est pas mal ça qu'on a amené en premier. C'est ça, exactement. Durant toute la période estivale, de la fin du printemps jusqu'au début de l'automne, on est ouvert, puis on veut que les gens viennent chez nous, puis profitent de la terrasse ici, là, comme ils viendraient dans une micro, parce qu'on est installé, on a une excellente vue. Nous, on aime ça avoir le monde chez nous, on aime ça le monde. Puis on n'est pas loin aussi. On n'est pas loin, c'est ça. Puis on veut vraiment aller chercher une visibilité qui peut-être n'était pas encore là, même aussi dans les gens plus jeunes. Ouais, on est un peu, parce que on dirait que le vin, on pense c'est comme plus pour vraiment les vrais adultes là, mettons, en haut de 50, mais tu sais, vous acceptez même les visiteurs immatures tant que c'est ça. On veut que les gens comme apprennent plus à apprécier, parce qu'il y a une grosse mode de bière, mais le vin aussi en soi, c'est quelque chose qu'on veut que les jeunes commencent à apprécier ça. Là. Je pense que c'est important pour vous aussi que le site soit vu comme un endroit où on peut venir en famille. Donc, justement, les jeunes qui veulent venir, on a même une mascotte sur place pour prouver notre point. Donc, est-ce que vous le voyez, ça aussi, qu'il y a vraiment... Je pense que oui, les gens ils trouvent ça le fun qu'on ait nos enfants au travers, tu sais, parce que même l'été, quand on a nos soupers pizza, tu sais, nos enfants sont là, nous, on les fait pas... garder ailleurs. Là. Ils sont avec nous. Mon gars, il a 6 ans, puis il va servir les tables, puis servir ce
ce qu'il y a sur la table. Puis, tu sais, les gens, ils trippent, là. Ils aiment vraiment ça, le côté famille, là. Ben, c'est excellent. Alors, on encourage le travail des enfants en plus de non, c'est pas vrai. Donc, on s'arrête quelques secondes pour une petite capsule. Et pendant ce temps-là, ben nous, on vous dit chin et on en profite pour prendre une gorgée. Pourquoi le vignoble s'appelle-t-il les Côtes du Gavet? En fait, on devrait dire les Côtes du Gavet parce que Gavet était le nom de famille des immigrants irlandais qui se sont installés ici au début des années 1800 et qui ont défriché la terre. C'était une terre qui était difficile, qui était rocailleuse. Alors, ils en ont fait des pâturages pour leurs chevaux parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre qui pouvait pousser sur ce type de sol-là. Par contre, ce qui fait le malheur des uns avec une terre compliquée pour faire pousser des céréales fait le bonheur des autres puisque c'est un sol idéal pour faire pousser des vignes et faire du bon vin. On a parlé du site, du fait qu'on voulait que les gens viennent, de l'aspect, vivre une expérience et pas juste boire, mais vraiment profiter de l'endroit aussi. Mais parlons-en un peu des produits, parce que reste que ça fait étroitement partie de ce qu'est le vignoble. Vous, quand vous avez acheté, qu'est-ce qui vous attirait dans ces produits-là? On sait que le vignoble a gagné plein de prix au fil des ans. Est-ce que c'était ça qui vous avait accroché ou si vous aviez vraiment envie d'aller explorer plus loin de ce côté-là? Bon, au début, c'est sûr que pendant la transition, nous, on était satisfait avec des produits. On a modifié quelques recettes pour venir un peu souligner l'impact que le terroir sur ces produits-là. Parce que on était vraiment très satisfaits, surtout des créments de méthode champenoise. Donc, on dit champagne blanc, champagne rosé. C'est des produits qu'on trouvait qui étaient forts puis qu'on voulait continuer de mettre de l'avant. Puis qui viennent vraiment souligner le terroir de l'endroit puis le goût. Puis ça, on était vraiment contents. Je vais souligner le terroir de l'endroit, moi aussi. Oui. Donc, comme je disais, on veut continuer aussi à monter ces produits-là. On a commencé à modifier un peu les recettes, modifier les levures, jouer un peu sur le taux de sucre pour voir comment on peut aller chercher des vins qui goûtent un peu différemment, souligner ces saveurs-là, justement. Puis éventuellement, on aimerait ça développer d'autres gammes de produits. Mais ça va s'en venir tranquillement. Essayer de voir peut-être un vin sans alcool. On va regarder. Pour les enfants. Pour les enfants. Évidemment. Pour les préparer au futur. Donc, un vin d'entraînement. Puis comment ça se fait, ça, quand on décide qu'on veut changer une recette de vin? Je présume qu'on n'est pas dans la cuisine au-dessus d'un chaudron, puis... Ah, ouais, là, c'est bon. Comment on travaille ça, un vin? Ben, donc, il va y avoir plusieurs avenues. Donc, soit on fait des petits lots de tests que là, nous-mêmes, on va consommer. Ah, pas le choix, on ne peut pas les vendre. Ouais, c'est ça. L'hiver est plus dur que l'été sur l'alcool. Surtout avec les vins fortifiés qu'on essaye aussi. Oui, c'est ça. On n'a pas le choix de balancer les recettes, ça aussi. Il faut tout le goûter, tout au fur et à mesure. Mais aussi, on travaille avec notre équipe. On a un oenologue avec qui on parle. Puis on dit, regarde, nous, on voudrait aller vers tel type de vin. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, il nous donne des options. Puis nous, on prend un choix. On essaye ces options-là. Puis après ça, en gagne, on teste. Puis on regarde si on est heureux ou non avec ce produit-là. Puis on va de l'avant ou non. Donc, vous mesurez votre degré de bonheur. C'est ça qui dit quelle recette on garde. Vu qu'on est plusieurs actionnaires, c'est ça que ça permet aussi parce que ça donne de tous les goûts un peu. Là, on n'a pas nécessairement les mêmes goûts. Fait que ça nous donne un bon gauge de qu'est-ce que tout le monde va aimer. Là, t'sais. Dans le fond, on prend souvent... c'est pour ça, le vin fortifié, on essaye toute la gang. Ah, moi, je mettrais plus de sucre, moins de sucre. En tout cas, ça nous permet ça aussi. Fait que c'est le fun pour ça. Dans le moment, on a combien de produits différents? 8. Donc, on a le vin blanc, le vin rosé, le vin rouge. J'ai mes 2 vins fortifiés blancs et rouges. Les méthodes champenoises blanc et rosé. Puis j'ai notre vin nature pétillant rosé. Puis quand on parle de vin nature pétillant rosé, le vin de nature, ça fait quoi? Au fond, c'est un vin non filtré qui est fini de fermenter naturellement en bouteille. Donc, il faut aller chercher ces derniers pourcentages d'alcool en bouteille. Donc, ça va créer un peu comme une bière sur lit. Tu vas avoir, au fond, ta levure dans le fond. Puis ça va donner un goût qui est vraiment différent chaque année, qui va dépendre de l'environnement du raisin, de tout ce qui se passe autour, parce que ça va affecter comment ça fermente. Fait que souvent, c'est nos amateurs de microbrasserie qui sont fans de celui-là. Qui aiment ça, parce qu'il y a un caractère distinctif là, vraiment. Qui est plus prononcé. Ouais. Puis parlons-en de cette variabilité-là. Déjà, vous avez touché au secteur agricole, certains d'entre vous dans vos vies antérieures, mais dès qu'on parle de faire pousser notre produit, on doit être sujet énormément à toutes sortes de facteurs qu'on ne contrôle pas, comme la nature. Ouais. Surtout avec le vin, là, les raisins, ça varie beaucoup. Surtout, on a des cépages hybrides ici qu'on appelle, donc des Vinis vinifera croisés avec
des vinis américains. Là. Donc, ça vient faire que l'acidité va varier beaucoup en conséquence de la saison. Donc, nous, c'est pas pour rien qu'on a beaucoup de produits. Selon la saison, on va varier notre lot de produits pour aller chercher ce qui est optimal pour ce produit-là. Donc, des fois, on peut pas faire une grande quantité de bons vins rouges parce que nos raisins sont simplement trop acides, mais ça fait des excellents rosés et des encore meilleurs créments de méthode champenoise. Donc, surtout pour le rosé. Donc, on va balancer nos stocks en conséquence de la saison parce que c'est la vie. On vit avec des raisins. On est mieux de transformer notre produit que de donner un produit qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on veut. Mais c'est là aussi où il y a toute une science qu'il vous a fallu maîtriser, je présume, parce que le raisin, il ne vient pas écrit dessus, tel pourcentage d'acidicité, mais moi, dans un crément de méthode champenoise. On peut maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend aussi les raisins avant la récolte, parce qu'on va faire, mettons, des vendanges en fin de semaine. Mais donc, on prend ces raisins-là, on les envoie à notre œnologue. Lui va nous dire le taux d'acidité. Ça nous permet un peu mieux de prévoir qu'est-ce qu'on va faire comme stratégie de vin. Mais ça va être plus vrai pour les raisins rouges. Pour les blancs, ils ont plus de flexibilité. Donc, c'est vraiment pour les rouges, là, à mi-octobre, où on va faire ce choix-là différemment, dépendamment de comment la saison va se dérouler. Donc, il faut avoir une bonne capacité d'adaptation pour être capable de danser avec ce que la nature va nous donner. Oui. On a parlé de votre œnologue. Il y a qui gravite autour d'un vignoble pour que ça tourne rond en dehors des propriétaires qui sont là comme vous sur place? C'est qui votre équipe au sens large? On a le réseau Agri-Conseil pour tout ce qui est agronomie. Ils viennent nous supporter, ils ont une bonne expertise pour quelle taille, qu'est-ce qu'ils pensent qu'on devrait adapter, ces choses-là, comment on devrait traiter nos vignes. Des fois, on les fait passer pour, vu qu'on est encore en apprentissage, pour voir s'il y a des problèmes que nous, on connaîtrait pas. Comme ça, on travaille avec eux pour un peu développer notre autonomie. Il y a notre œnologue dans les cuves qui va nous aider là-dessus. Pour tout ce qui est le site en général, en dehors, on va avoir c'est pas mal cette équipe-là. Et admettons qu'on veut essayer des nouveaux cépages, des choses de même, on va avoir aussi notre fournisseur de vignes qui, lui, fait des tests chez lui. On va le voir, il nous montre ça, il nous fait goûter des vins qu'il a fait avec pour essayer de voir c'est quoi les nouveaux goûts qu'il y a dans ces nouveaux cépages-là. Donc, on essaie de voir ce qu'on peut faire comme potentiel avec ces gens-là qui travaillent dans ce réseau-là agricole. Donc. Et, comme on l'a mentionné tantôt aussi, parmi les actionnaires de la nouvelle équipe du vignoble, bien, vous mettez aussi chacun la main à la pâte dans votre secteur de spécialité. Puis vous avez même des ouvriers aussi pour faire les travaux quand on rénove le site. Ça fait un bon bruit de fond et ça fait un site qui est plus adapté aussi aux visiteurs qu'on veut de plus en plus nombreux. Donc, tout ce monde-là qui gravite autour pour créer un produit intéressant, vous apprenez, vous développez et est-ce qu'on est beaucoup encadré par toutes sortes de lois, de règlements qui viennent limiter ce qu'on peut faire dans le vin? Est-ce que c'est aussi prenant que ce qu'on a l'impression que ça l'est? Au fond, on dirait qu'on est encore plus pris, admettons que si vous allez voir des microbrasseries ou des distilleries qui ne prennent pas leurs produits localement dans leur champ à eux. Ici, ils viennent, comme les autres alcools, ils viennent s'arranger des alcools qui viennent contrôler les stocks, il faut tout savoir où et quoi et où. Il faut tout suivre, il faut faire des déclarations tous les mois, etc. Mais en plus, ils viennent voir dans le champ, ils viennent voir les raisins, ils viennent voir la quantité. Ils mesurent des fois les rangs pour vérifier que c'est vraiment la bonne densité puis qu'on n'est pas en train de leur mentir sur la quantité qu'on produit. Parce qu'on peut juste produire avec des raisins québécois. Donc, il faut prouver un peu d'où viennent ces raisins-là puis avoir la crédibilité de dire, ben oui, c'est des raisins québécois. Sinon, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir dire qu'on a un produit local, un produit du Québec. Même sans être avoir une appellation contrôlée québécoise, il faut respecter ça. Donc, on n'aurait comme pas le droit de faire du vin au Québec avec des raisins du Chili, mettons, puis de le commercialiser. Non, c'est ça. On peut pas être un vignoble artisan puis pouvoir avoir des raisins de l'extérieur comme ça. Donc, on est vraiment encadré, on est vraiment suivi, puis c'est pour respecter les conditions du permis d'alcool. Donc, on prie pour que nos vignes produisent, pour que ça gèle pas, pour que tout se passe comme prévu, parce qu'on n'a pas le choix, sinon on peut pas juste aller acheter ailleurs ce dont on a besoin pour remplir nos bouteilles. Et spécialement, si on produit pas beaucoup, on n'a pas le droit d'acheter beaucoup au Québec. OK. Donc, quand tu as le droit, admettons que tu produis 1000 litres, ben, tu as le droit d'acheter 1000 litres au Québec. OK. Mais tu peux pas aller acheter 1000 litres ailleurs. Non. Faut que ça reste ici. Oui, exactement. Ben, nous aussi, on reste ici, mais vous allez à la capsule pour quelques secondes. À tout de suite.
Pour faire du vin au Québec, ça prend d'abord et avant tout des raisins qui sont adaptés à des climats plus froids. Et quand on parle de raisins faits pour le climat d'ici, on ne peut passer sous silence le nom de Elmer Swenson. Monsieur Swenson était un hybridaire qui a vécu au siècle passé et qui a travaillé très fort pour développer différentes variétés de raisins qui pousseraient bien sous nos climats. Et comme Monsieur Swenson était un grand romantique, il a développé notamment le cépage du Louise Swenson, nommé après sa très chère épouse, et qu'on utilise maintenant pour faire les vins blancs ici au vignoble des Côtes-du-Gavet, notamment les bulles ou le vin fortifié blanc qui font leur renommée. Audrey et Maxime, là, le 2 ans de transition est fini. Le vignoble vous appartient à vous et aux actionnaires. On a un canevas fabuleux pour continuer ce qui a été fait, mais aussi pour amener de la nouveauté. Je présume que dynamique comme l'est votre famille, après quelques bouteilles de vin et quelques bouteilles de brandy, comme tu disais tantôt, les projets ne doivent pas manquer. Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour amener ce site-là encore plus loin? Bien, on a commencé, la transition, on a commencé par couvrir la terrasse. On veut agrandir encore. On a bâti la cuisine extérieure autour du four à bois parce qu'on fait des soupers pizza pendant la période estivale, les vendredis et samedis soirs. On va peut-être étendre ça un peu. On va regarder selon notre capacité parce qu'on a tous des emplois à temps plein en plus. Donc, croître ça. Éventuellement, on va amener de nouveaux produits. Il faut qu'on agrandisse le chai. On va replanter un autre 10 000 vignes, de plus que les 5 000 qu'on a plantées l'année passée. Ça, vous en avez déjà rajouté. Ouais. Puis il va y en avoir d'autres encore à venir. Ouais. Puis il y a le côté aussi, on a une super belle forêt là, qu'on aimerait exploiter. Là, c'est des érables en grande partie. Fait que c'est un projet qu'on aimerait aussi un peu mettre conjointement avec le vignoble. Et ça a un bloc sanitaire. On veut grandir tranquillement, peut-être avoir la capacité de loger des gens un peu plus sur le site. Donc, on veut aller grandir, puis on veut que le monde vienne ici, puis on veut que ça fasse des belles soirées, parce que le monde, c'est assez intime pour qu'il y ait du plaisir ici. Donc, on veut monter tranquillement cette ambiance-là, puis aller chercher aussi une nouvelle gamme de produits, peut-être faire des produits qui sont un peu plus alignés sur certains produits forts, revaloriser nos extrants avec des nouveaux produits. Donc, faire toutes ces étapes-là pour aller chercher plus de gamme de produits qui va toucher plus de monde, puis qui leur permet de venir profiter du site. Dans le moment, vous produisez à peu près combien de bouteilles annuellement? Ça dépend de la saison. En ce moment, c'est 10 à 12 000 bouteilles. Puis, est-ce que vous avez comme ambition d'augmenter ce nombre-là beaucoup ou de rester dans ça puis de vraiment plus s'établir sur l'expérience du site? On voudrait augmenter la production autour de 25 000 bouteilles sur quelques années. Donc, nous, on va planter des vignes. Les vignes, ça prend 3-5 ans à produire du raisin. Donc, on a ce temps-là quand on plante après ça pour tranquillement augmenter notre vente sur le site. On veut en vendre un peu plus à l'extérieur, mais nous, on préférait continuer de vendre sur le site parce que pour nous, c'est un des plus beaux attraits de l'entreprise. Donc, vous voulez produire plus pour en vendre plus, pas juste pour la boire en famille l'hiver. Non, c'est ça. C'est pas juste pour vous fournir. Non, on veut que les gens viennent pour la vue aussi. Là. C'est ça. C'est vraiment un beau trésor caché. Profiter de la belle forêt, vraiment très, très belle, très bien préparée. Là. Donc, pour les gens, là, je pense que serait le fun qu'ils puissent profiter du site. Potentiellement aussi, on aimerait, parce que notre terre, elle touche directement à la piste cyclable. Donc, c'est quelque chose qu'on aimerait avoir accès un jour, là, que les vélos puissent monter, ou peut-être même, là, on parle à long terme l'hiver, faire les motoneiges. Et, notre salle, en ce moment, notre pavillon, là, il est pas isolé. Il est isolé, mais il n'est pas chauffé à l'année. Il n'y a pas un chauffage qu'on peut ouvrir l'hiver. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on aimerait exploiter. Là. Tout ça mijote dans le collimateur. Ouais. Pour aller chercher plus de gens, est-ce que vous devez faire beaucoup de publicité dans le coin? Sur quoi vous vous appuyez pour justement faire connaître le site, aller chercher, on parlait des générations plus jeunes aussi tantôt. En ce moment, c'est beaucoup le bouche à oreille. Là. Les gens se le disent. Après les soupers pizza, on le voit, c'est tous des gens qui ont entendu dire que... Et qui reviennent souvent. Oui, il y a beaucoup de gens. On a eu beaucoup de gens qui sont revenus 5-6 fois au souper pizza. Mais c'est ça, là, éventuellement, on va vouloir faire plus de promotion côté, justement... c'est sûr qu'on veut retravailler le site web, faire le rebranding, retravailler un peu toute notre image, puis d'aller chercher justement des plans pour plus efficacement aller chercher plus de visibilité auprès de plusieurs tranches d'âge régionales. Puis on parle d'ici, admettons, jusqu'à Sherbrooke ou tout le monde pourrait venir, que ça vaut la peine de venir faire un tour sur le site.
Bon, ben, Audrey, Maxime, avec tout ça, ça nous mène au défi. Si vous n'avez pas d'idée de ce que je pourrais faire, moi, j'en ai. Malheureusement, c'est pas ça. Ce sera pas autant agréable. Bon, ben, je vais me donner un peu de cœur à l'ouvrage dans ce cas-là. On s'en va au défi. Maxime, on est dans le chai au milieu des cuves et non dans la salle de dégustation. Je suis un petit peu déçue. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme défi aujourd'hui? Donc, les vendanges s'en viennent bientôt, puis il va falloir laver notre presse. Donc, normalement, quand on veut... ici, on a la presse derrière Suzanne. Ouais. Donc, là, il faut laver notre presse et on est dû. Bon. Donc, Alors, je vais encore frotter dans ce défi-ci. Je suis rendue bonne pour frotter. ouais, tout le monde te met ça à frotte. Tout le monde me fait frotter. Je push du savon. Pas dans les yeux. Ah ouais, il y a des petites peaux de raisin qui traînent. Ouais, il faut tout enlever ça. Et les doigts. Là, faut que j'aille jusqu'au fond. Ouais, jusqu'au fond. Il est loin, le fond! Ouais, on finit toujours comme ça toute la gang. C'est bon. On peut faire un premier rinçage. Ouais, le savon. C'est fort, ton C'est savon? fort, ouais. Je te rends ma brosse. Là, je reste partout. Ouais, laisse comme il faut partout. Hop là. On reste. Wouhou! On reste partout. Une belle fraise pop. Fait qu'on va fermer les portes pour nous permettre de venir frotter comme il faut. On va venir vider l'eau. Wouhou! Ah! Il ne faut pas boire ce qui sort du pressoir à ce moment-ci. Non, non, idéalement, je pense que en fait, c'est pas toxique, mais c'est pas très bon pour la digestion. Ça goûte méchant. Attention, je m'en vais laver sous le pressoir. Je me sens comme un garagiste. Ah! Des gens dans les yeux puis dans les oreilles. Peux-tu sortir? Ben, on vous dit à bientôt pour un autre épisode de Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Puis, ben, je vais aller me sécher. À bientôt!